Donc ce soir, masterclass qui va également être le support du podcast qui va sortir ce mois-ci avec un épisode hors série pour l'été. Je vais faire le petit lancement du podcast après en live en expliquant un petit peu tout ça. Certains ont peut-être déjà écouté Camille lors du podcast numéro 10, qui était le podcast sur en fait, sa préparation, après son résultat pour la Race Across France. Peut-être qu'on y reviendra un petit peu dessus en fonction des questions que vous avez pour IBEX. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas IBEX Outdoor, c'est une agence d'entraînement. Il y en a d'ailleurs qui ne sont pas chez IBEX en tant qu'athlète ou en tant qu'abonné. Vous êtes tous chez IBEX. Christine qui lève la main. William aussi, bienvenue. Donc, IBEX, en fait, est une agence d'entraînement qui suit des athlètes de manière personnalisée, que ce soit en course à pied sur route, en trail, en triathlon et en cyclisme sur route. On a à cœur de faire un suivi et une planification la plus rigoureuse possible et la plus personnalisée, avec des entraîneurs qui sont tous diplômés et qui essaient de faire leur maximum et qui arrivent en général pour accompagner les sportifs. On propose également un suivi avec des diététiciennes, et pour les gens qui sont abonnés chez IBEX, il y a des remises. On a des différents partenaires avec lesquels il y a également des remises. Et tous les mois, comme ce soir, on fait en général le troisième mardi ou le dernier mardi du mois, de 20h à 21h, une masterclass avec différents sujets. On a déjà eu l'entraînement à l'altitude, on a eu le heat training, on a eu différentes masterclass qui traitent de sujets toujours en lien sur l'entraînement. Et ce soir, pour la première fois, donc on va faire un enregistrement à 3 voix avec Camille et Florent pour que Camille nous partage un petit peu sa préparation. « 3-4 secondes pour mettre un temps au moment du montage de ce podcast. Comme ça, vous allez avoir l'intro en direct et puis l'enregistrement qui servira de support pour ce podcast. Est-ce que Camille et Florent, vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Tous les deux. Parfait. C'est parti. Du coup, je vais enlever pour l'instant la présentation de ça. Juste pour me présenter, même si certains d'entre vous me connaissent déjà. Je m'appelle donc Xavier, je suis kiné de formation, je suis responsable sportif chez IBEX. Je suis entraîneur depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai été enseignant pour la clinique du coureur pendant de nombreuses années et je suis co-auteur de livres La science de l'endurance, tome 1 et tome 2, coécrit avec le docteur Fabrice Kuhn. C'est des bouquins qui sont pas trop mal, mais qui se sont plutôt bien vendus et on a des retours plutôt intéressants. Et j'ai le grand plaisir de collaborer avec IBEX depuis 4 ans maintenant, comme Florent. On était parmi les premiers à avoir rejoint l'équipe et et on essaye de faire notre maximum pour que tout se passe bien entre les entraîneurs et leurs sportifs et nous, chacun de notre côté avec nos sportifs. Et ce soir, du coup, Flo et Camille vont nous partager un petit peu leur expérience et leur collaboration. Je fais une petite pause de 5 secondes et on va attaquer l'enregistrement. Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode hors série de l'IBEX Talk, un épisode qui est enregistré dans le cadre des masterclass que l'on propose chaque mois. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir une athlète et son entraîneur qui vont nous parler de leur relation, de l'ensemble de leur préparation et des différents projets à venir. À mon micro, une invitée qui est spécialiste des courses cyclistes d'ultra-endurance que j'ai déjà reçue pour l'épisode 10, Camille Albisser. Comment tu vas, Camille? Ça va bien, merci, et toi? Écoute, très très bien, très content d'enregistrer de nouveau un épisode avec toi. Et également, à mon micro ce soir, son entraîneur, le couteau suisse d'IBEX, qui nous vient de Clermont-Ferrand, récent speaker à la 4x1800 dans le Cantal, Florent Pianezzola. Comment tu vas, mon Flo? Merci pour cette introduction rigoureuse et en pleine de vérité. Tout à fait, oui. Je suis entraîneur de métier et récent speaker sur des événements sportifs. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de mes compétences actuelles. Dis-moi, Camille, est-que tu peux rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, que tu nous fasses un petit peu le résumé de ton parcours, d'où tu viens et ce pourquoi tu es à notre micro ce soir?
Oui, bien sûr. Du coup, moi, c'est Camille, j'ai 29 ans, je suis originaire de Strasbourg et basée à Lille pour le travail. J'ai commencé à rouler pendant le Covid, donc ça reste assez récent. Je me suis tout de suite lancée dans du voyage à vélo et assez vite dans l'ultra au bout d'un an, après que voilà, j'ai commencé les voyages à vélo. Et maintenant, j'en suis déjà à ma deuxième, troisième saison pendant laquelle en fait, je m'engage sur des courses d'ultra. Donc j'ai fait plusieurs formats, des 500, des 1000. L'année dernière, le plus gros morceau que j'avais attaqué, c'était la Race Cross France pardon, sur 2500 km. Cette année, j'ai déjà participé à la Desertus Daicus, une traversée d'Espagne. Et dans quelques jours, je vais m'élancer pour la Northscape, qui est une course de 4000 km. Et donc, je suis suivie par Flo pour Ibex depuis 1 an et demi. Mais merci Camille. Florent, est-ce que tu veux te présenter avec tes multiples casquettes? Du coup, Florent Pianezola, je suis entraîneur du coup au sein de la structure Ibex Outdoor depuis presque sa création. Je suis rentré au sein de la structure en février 2022, donc il y a déjà de ça 3 ans et demi, au même moment que Xavier. En parallèle, donc du coup, moi, je fais aussi pas mal de sport d'endurance avec une appétence quand même pour le trail, mais ancien cycliste en compétition dans les années jeunes. Et l'expérience récente veut aussi que j'utilise ma voix comme speaker sur certains événements sportifs, entre autres. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Tous les deux, vous avez débuté votre collaboration il y a 18 mois. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvés à collaborer ensemble? Est-ce que c'était le fait qu'il y ait des projets pour Camille, des envies communes? Comment vous avez un petit peu mis ça en place? Et je laisse prendre la parole peut-être à Camille en premier, parce que je pense que c'est plutôt Camille qui s'est tournée vers Florent que Florent qui est allé vers Camille dans un premier temps. Comment vous avez mis ça en place et comment vous avez débuté votre collaboration? Oui, c'est exact. Du coup, c'est un peu plus dans le sens au début. Moi, j'ai entendu parler de vous via un ami du coup qui était sur Strasbourg et qui s'entraînait lui pour du triathlon. Donc, il m'a recommandé de vous contacter parce que du coup, je commençais à avoir ce projet de me faire suivre. À ce moment-là, j'avais déjà fait jusqu'à des 1000 km. C'était bien passé, mais on va dire que je m'entraînais pas sérieusement sur le vélo. J'avais pas trop le temps de rouler. Je faisais beaucoup de crossfit la semaine et je roulais mais de manière décousue les week-ends. À partir du moment en fait, où je me suis engagée sur le 2500 km, là, je me suis rendu compte que si je voulais arriver en assez bon état, il fallait que je commence à m'entraîner sérieusement sur le vélo. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai contacté Ibex, que vous m'avez redirigé vers Flo. Et du coup, on a commencé en janvier 2024 la prépa pour l'été et le gros défi de l'été 2024. Et depuis, On est c'est une d'accord que affaire qui roule. Et donc, on continue depuis ce moment. Et quand tu parles de course de 1500 km ou là de 4400 qui va arriver bientôt, on est d'accord, ce sont des courses qui sont en autonomie totale, sans étapes. On n'est pas sur des courses à étapes comme on peut avoir sur différents tours ou autres. C'est vraiment d'une traite en autonomie Exactement. totale, sans ravitaillement. Et on va y revenir après. Mais voilà, il faut prendre conscience que c'est des courses qui durent plusieurs jours et c'est à Camille de gérer absolument tout de A à Z. Il y a un point de départ, un point d'arrivée, des points de passage. Et au milieu, c'est un travail de préparation énorme pour arriver à ça. Ouais. Exact. Avec des petits points de nuance, il y a plusieurs formats de courses différents. Et sur les race cross, par exemple, il y a quand même des checkpoints intermédiaires avec là du ravitaillement et des drop bags. Mais cette année, en effet, je suis sur des courses qui sont en autonomie pure et dure avec personne qui nous attend au checkpoint et à aucun moment des ravitaillements. Ok. Flo, comment tu as vu comment tu as vu ce défi d'accompagner quelqu'un sur non pas des courses classiques, non pas des cyclos ou non pas sur peut-être des courses à étapes, mais d'aborder le défi d'accompagner quelqu'un qui était globalement novice à l'époque, de ce que tu m'avais dit dans l'épisode où je t'avais reçu, Camille, de l'accompagner sur des courses qui vont durer plusieurs jours, où il faut gérer le matos, le sommeil, la nutrition. Comment est-ce qu'on aborde ça? Alors, en toute franchise, on prend peur, déjà, parce qu'on ne connaît pas ce. Alors,
voilà, j'ai fait du cyclisme en compétition. Je fais actuellement encore du trail, de la course sur route, mais c'est des efforts qui c'est difficile de s'imaginer quand on n'a pas quelqu'un autour de soi qui le fait ou quand on l'a pas soi-même fait. Et pour les deux cas, il n'y avait aucun des cas de figure qui était rempli pour moi. Donc, je dirais qu'en fait, ça s'est fait assez simplement où l'idée au début, c'était de prendre le maximum d'infos sur ce qu'avait vécu Camille et ce sur quoi elle se projetait, donc à savoir des épreuves longues, et d'intégrer un paramètre essentiel dans sa préparation, même si on y reviendra plus tard, sur son appétence pour la muscu à travers le CrossFit. Donc l'idée, en plus, c'était d'arriver un peu à imbriquer tout ça et voir comment l'athlète, Camille, répondait un petit peu au stress qu'on pouvait mettre à l'entraînement. Et puis petit à petit, je pense qu'on a pris nos marques et le premier point de passage qui a été du coup fondateur et en plus réussi, ça a été la Race Cross sur le format 2500. J'ai eu à cœur aussi de me rendre compte ce qu'elle pouvait vivre. On a eu la chance d'avoir un tracé qui passait à côté clairement, donc j'ai pu partager quelques kilomètres et puis plus les mois et semaines passent, plus je me rends compte en fait de ce que ça implique ce genre d'effort. Ça m'a moi-même donné envie de faire des longues journées sur le vélo, pas des longues semaines, mais des longues journées. Et non, je trouve que j'ai plus appris au contact de Camille que, voilà, en étant tout à fait honnête, j'avais pas la compétence, du moins la connaissance de l'effort. Et voilà, l'idée c'était de partir du point de départ, savoir ce qu'elle avait fait, ce qu'elle voulait faire. Et je pense qu'on a réussi à mettre en place un équilibre qui fonctionne bien, comme on a pu le voir au début du printemps. Merci Voilà. Flo. La Desertus Bike, donc Camille, tu l'as remportée. Tu m'as dit que tu avais fini, c'était 9e ou 10e au scratch, c'est ça? En tout cas, première féminine. Donc, une course qui part du Pays Basque et qui descend jusqu'en Andalousie, si j'ai bien tout suivi, c'est ça? C'est Tu traverses correct. plusieurs déserts espagnols. Est-ce que tu peux revenir déjà sur le déroulé un petit peu de la course? Comment s'est passée la course? Après, on ira un petit peu du côté de la préparation. Du coup, c'est exact. Donc c'est une course qui part du Pays Basque. On est parti d'Asparin et on arrivait en effet en Andalousie à Almuñécar. Le topo rapide, c'était 1400 km et 16 000 mètres de dénivelé. C'est une course qui part à minuit. Donc, on part en pleine nuit, direct pour nous déboussoler. Et donc, en effet, je suis arrivée 10e au scratch. Donc, on arrivait ensemble. On était 3 arrivés ensemble. Et donc 9, 10, 11. Et j'ai mis au total 3 jours et quelques heures, 7 heures, si je ne dis pas de bêtises. Et globalement, sur le papier, on va dire que je me sentais assez confiante parce que c'est un format que maintenant je maîtrise, mais les quelques kilomètres. C'est un format sur lequel je sais gérer, mais aussi me pousser sur le sommeil. Donc, je partais, pas en me disant que ce serait facile, parce que c'est jamais facile et il y a beaucoup d'imprévus, mais je partais assez confiante. Et au final, la course a été beaucoup, beaucoup plus dure que ce à quoi que ce que je projetais au final, en raison des conditions météorologiques. On a eu vraiment les 4 saisons tous les jours. J'ai eu la grêle, la neige, on a tous eu plus ou moins, mais il y a eu des jours où moi je sais que je suis tombée 4 fois dans la grêle le même jour, donc ça a été très très dur, très froid. Et surtout, on a été trempés dès le début, donc ça a été une course très, très mentale, très dure physiquement, où il a fallu vraiment puiser dans les ressources pour gérer les intempéries et garder, entre guillemets, le cap. Et sur ces 3 jours et 7 heures, combien d'heures à peu près de sommeil tu t'es offert? Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, combien de temps tu as consacré au sommeil ou aux siestes J'ai dormi environ 5 heures. Du coup, si j'élabore un petit peu sur le sujet. 3 jours. En 3 jours, ouais. Okay. Donc, on est parti à minuit. Sur ce type de course, quand tu pars à minuit, en général, on essaye de faire la première nuit blanche. Donc, la première nuit blanche s'est bien passée. Je suis partie, j'avais pas de pré-fatigue. Je pense que j'avais bien géré mon trajet jusqu'au Pays Basque. Je n'étais pas surchargée de travail la semaine d'avant. Donc, je suis arrivée en bonne condition. La première nuit blanche s'est bien passée. La deuxième nuit, du coup, j'avais prévu de faire 2 cycles de sommeil. Donc, je fonctionne avec mes cycles de sommeil. Un cycle, c'est 1h30. Et en fait, du coup, j'avais prévu de caler mes 2 cycles. En fait, en étudiant un petit peu ça, on se rend compte que
de se réveiller au bon moment, ça peut être super bénéfique parce que si on se réveille au moment où le sommeil est léger, en fait, on ne passe pas par cette phase où on zone un petit peu, où on se demande ce qu'on fait. Et là, ça a vraiment super bien fonctionné. Je me suis réveillée au bout de 3 heures, j'avais l'impression d'avoir passé une super nuit et vraiment tout de suite, je me suis levée, je me suis habillée et je suis repartie. J'ai vraiment pas perdu de temps. La troisième nuit, du coup, là, j'avais prévu de dormir dehors. Finalement, au dernier moment, j'ai pris un logement en dur parce qu'il faisait froid. Et donc, pareil, là, maintenant, je sais que sur ce genre de format, même si je dors qu'une heure et demie, je veux que ça soit très, très efficace. Et je sais aussi que voilà, dormir dans le froid, dormir dans l'humidité, ça peut faire très, très mal aux tendons et aux articulations. Donc maintenant, j'évite quand je sens qu'il y a un petit risque parce que voilà, j'ai eu des mauvaises expériences par la suite. Et donc là, voilà, j'ai dormi 1 heure et demie. Je pense que j'ai snoozé une fois, donc peut-être un petit peu plus. Et je suis repartie. Et la dernière nuit a été blanche, mais j'étais relativement en forme, je me sentais bien. Et du coup, j'ai pu tirer sur la dernière nuit aussi. Donc voilà, au global, 4h30, 5 heures de sommeil sur les 3 jours de course. Mais donc, quand tu prends un logement en dur, tu es sur ton vélo et tu ouvres une application de réservation en ligne type Booking ou Airbnb, ou tu demandes à quelqu'un de gérer pour toi à distance, de te réserver un logement qui sera sur ton tracé et sur ta trace et pour que tu y arrives à telle heure. Alors, en général, la première nuit, je la prévois d'avance quand c'est autorisé. Pareil, il faut toujours se renseigner sur les formats de course. Il y a des courses qui autorisent de booker à l'avance, il y a des courses qui n'autorisent pas. En l'occurrence, là, sur la Desertus, c'est assez libre. Il n'y a pas de règles, on va dire, trop strictes. Donc, j'avais déjà prévu ma première nuit en fonction de ma trace. Et maintenant, je me connais quand même pas mal sur ce truc-là. Donc, je savais estimer à peu près à combien de kilomètres je tomberais au bout de 22, 23, 24 heures max et où j'aimerais m'arrêter. Donc là, en fait, c'était à 450 km, 6000 mètres de dénivelé et j'y suis arrivée à 22 heures. Donc j'étais pile dans mon timing et dans mes estimations. Donc j'avais booké cet hôtel en sachant que je devrais arriver dans ces eaux-là, dans cette zone-là. Et ça a plutôt bien marché. Et pour la deuxième nuit, par contre, là, comme je prévoyais de dormir dehors, j'avais du coup rien de prévu. Et comme c'était autorisé sur la Desertus, là, par contre, j'ai fait appel à des amis et j'ai toujours ma petite tour de contrôle des copains qui font du dot watching. Et voilà, je sais pas, il était peut-être 19h et je leur ai dit, OK, il me faut un truc dans 100 bornes, ça tombe à peu près dans cette ville. Est-ce que vous me trouvez un truc? Et ils m'ont trouvé un truc en arrivée autonome. Et du coup, je suis arrivée à minuit et c'était assez facile pour moi de faire le check-in enfin, de faire le booking, quoi. Donc, sur cette course, tu as le droit quand même d'avoir le téléphone, de t'en servir et d'avoir virtuellement. OK. Ils peuvent t'aiguiller aussi d'ailleurs sur les écarts où tu en es pendant la course, ils te tiennent au courant. Comment tu fonctionnes là-dessus? C'est autorisé aussi sur cette course-là, sur la RAF aussi. En fait, ça, pour l'instant, les formats que j'ai fait, ça a toujours été autorisé d'avoir ce type d'informations. Après, on n'aime pas. Moi, des fois, je leur dis, franchement, je veux pas savoir parce que là, je suis pas dans une phase où j'ai envie de pousser ou envie de savoir ça. Et il y a des fois où je demande un peu plus d'infos ou même des fois un petit point météo en me disant, OK, là, j'ai trop froid, dites-moi ou j'espère que dans 2 heures, j'ai plus de pluie, quoi. Donc, ce genre d'infos. Après, est-ce que ça fait vraiment gagner du temps ou pas? Je ne sais pas parce que je regarde aussi quand même par moi-même certains trucs sur le téléphone. Des fois, c'est juste aussi le fait d'appeler quelqu'un, d'entendre une voix qu'on connaît et ça fait du bien, quoi. Par rapport à la préparation, quand on a échangé tous les trois, vous avez quand même beaucoup abordé la partie muscu, renfo, notamment le fait que tu fasses du crossfit. Flo, si tu veux bien prendre la parole, comment tu as abordé finalement le fait de soit augmenter, soit diminuer la part de renfo, la part de muscu ou de crossfit en fonction des objectifs et en fonction des périodes peut-être un peu plus spécifiques où il fallait beaucoup borner en vélo et par rapport aussi aux envies de Camille. Parce que clairement, quand on a échangé, tu m'as envoyé un petit peu différentes statistiques par rapport aux intensités, par rapport à tout ça. Comment on dose ou comment on laisse Camille doser la muscu, sachant que si elle va notamment au CrossFit, c'est pas toi qui vas gérer la séance, c'est pas toi qui vas gérer le WOD qui va être fait ce jour-là. Donc pour anticiper la fatigue ou anticiper les séances spé à vélo. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, les gens vont dire que j'agis peu sur le sur le développement de Camille. Je connaissais moins l'ultra long. Et en plus, voilà, elle se drive elle-même sur le CrossFit. Non, ce qu'on regarde et ce à quoi je fais attention,
Voilà, il faut savoir du coup pour contextualiser que Camille, en moyenne, en tout cas l'hiver, c'est un peu moins vrai maintenant, fait 2 séances par semaine de CrossFit. Donc ça représente environ 4, ouais, on va dire 3 heures hebdo, pour faire simple. Du coup, si on part sur la préparation de la Desertus, sachant qu'on était en plein hiver et que, nouvel élément de contexte, Camille habite dans le nord de la France, la grande majorité de l'entraînement se faisait du coup en intérieur, 2 séances par semaine, et après, le reste, en fait, c'est beaucoup de home trainer, et quand le temps le permettait, du coup, des sorties plus longues en semaine. Donc, le CrossFit est une activité qui déjà demande, qui stresse assez haut le cœur. On est voilà, sur des efforts, des fois souvent seuil, donc seuil, ça va être Z4 ou Z3 tempo. Enfin voilà, il y a beaucoup d'enchaînements de mouvements. C'est en soi une séance d'intensité en elle-même. Donc du coup, Complètement. ça se ça ressemblait dans sa globalité à ouais, c'est ça, 2 séances de CrossFit par semaine qui sont orientées plutôt haute intensité et une séance en plus de home trainer. Et par-dessus ça, se rajoutent évidemment toutes les sorties récup, donc du coup home trainer l'hiver et une sortie longue le week-end à 2 en fonction du temps et de la dispo. Voilà. Donc sur une course qui durait du coup, c'est ça, c'est 1400 km en gros la Desertus, Camille. C'est ça. Ouais. Sur une course de 1400 km, les gens vont être assez, je pense, surpris, mais pendant tout l'hiver, il n'y a pas une seule semaine où on a dépassé les 150 km de vélo. Donc au final, c'est très peu, ça ne représente même pas un dixième de ce qu'elle avait, de ce qu'elle aurait en fait en avril. Et quand le temps a pu le permettre, par contre là, on a mis des grosses sorties et on est monté à des volumes hebdo à 300 et même au-delà de 400 km, mais seulement sur 3 semaines bien identifiées, dont la dernière qui, enfin la formule marche bien depuis 3 prépas en tout cas, et plutôt une semaine choc, 2 semaines avant l'objectif. Donc voilà en gros pour la distribution volume kilométrique. Et Mais 300-400 km de vélo par semaine, ça représente quand même entre 12-13 heures et 17-18 heures, voire 20 heures, selon le dénivelé que Camille se rajoute. Tu rentres ça comment dans ton planning, Camille? Plus le CrossFit, ou est-ce que ces semaines-là, du coup, tu diminuais le CrossFit ou le renfo et tu passais plus de temps sur la selle? Oui, en général, les grosses semaines ou les semaines avec Weekend Shock, je faisais dans ce cas-là quand même moins de CrossFit. Mais de manière générale, c'est de l'organisation. Je passe beaucoup de temps de toute façon sur le vélo le week-end et la semaine, on privilégie les semaines un peu plus courtes, quoi. Mais c'est calé dans mon emploi du temps. Enfin, je finis le travail, je m'entraîne et après le reste, quoi. Mais les sorties à 20 heures de vélo, c'est 7 jours à 3 heures, ou si tu vas faire 2 fois 2 heures dans la semaine et après 2 fois 8 heures, ou pour quand même habituer le corps à pédaler longtemps et à tenir les efforts? Oui, plutôt ce format-là, le dernier que tu énuméré, avec des séances plus courtes la semaine et par contre un week-end choc avec 2 fois 200 ou 2 fois 200 et quelques samedi et dimanche. Ok. Et par rapport à la gestion du sommeil, de la nutrition ou autre, est-ce que volontairement tu vas faire une séance qui va débuter l'après-midi, terminer à 20 heures et recommencer très tôt le matin? Ou est-ce que tu vas plutôt faire 2 fois dans la journée pour profiter du jour? Comment tu répartis un petit peu tout ça? Là, honnêtement, on n'a pas forcément cherché à optimiser de cette manière-là. Enfin, je cale comme je peux mes séances avec les autres aléas de la vie. D'accord, mais spécifiquement, il n'y a pas un travail là-dessus de vraiment aller jouer fortement sur la fatigue avec une espèce de travail sur la privation de sommeil pour aller enchaîner à 2 sorties de 200 Non, km ça, au-delà. ça, même au contraire, on a toujours même plutôt privilégié la fraîcheur. Enfin, moi, je suis plutôt même contre l'entraînement à ce genre aux nuits blanches, etc., parce que je sais que ça va me fatiguer et ça va m'user pour un peu plus longtemps. Ok. Et donc, je m'entraîne pas, on va dire, à la fatigue ou même à rouler de nuit en dehors, en fait, des courses. Ok. Florent, est-ce que tu as un point de vue par rapport à ça? ouais, tout à fait. Pour finir d'étayer un petit peu donc on va dire les 3 grosses semaines qui ont fait que ça s'est bien passé à Desertus, ça représentait c'est ça 15 heures, 16 heures et jusqu'à 18h30 2 semaines avant. Sachant que les autres semaines ont tourné beaucoup plus proche des 6, 7, 9 heures.
Voilà, donc on a privilégié un gros stress proche de la course, en sachant que voilà, Camille a quand même avec l'expérience de la RAF, format 1000, format 2500, donc au bout d'un moment, ça sert à rien. Enfin, plus ça va, plus je vois de projets d'athlètes différents, en tout cas sur du long, plus je me rends compte que euh, ouais, être stressé toute l'année, enfin, quand je parle de stress, hein, c'est mettre une grosse charge régulière toute l'année. Pour moi, c'est beaucoup plus délétère que le faire en fait ponctuellement avec des vraies phases de récup bien identifiées et anticipées en amont. Et oui, pour rebondir sur la surfatigue, notamment la nuit, alors je suis totalement contre, surtout qu'on est, faut bien se rendre compte que, allez, je vais le faire au doigt mouillé parce que j'ai pas le pourcentage exact, mais 98% de nos athlètes, je pense qu'on peut monter à 99, ne vivent pas de ça. Donc, il faut bien se rendre compte qu'il y a une vie à côté et que si, en plus de ça, on rajoute de la fatigue sur une fatigue omniprésente la veille, qu'elle soit mentale ou physique, pour moi, on va dans le mur. Enfin, surtout sur des épreuves comme ça. Si on part déjà avec un déficit de sommeil avant une épreuve qui va durer 3 jours et demi en dormant 5 heures, je suis sûr à 100% que c'est contre-productif. Donc voilà, de ce côté-là, on n'a jamais du tout envisagé cette option. Et ça sera, à mon sens, jamais le cas, parce que le sommeil est le meilleur des entraînements, en tout cas le meilleur de récup si on veut assimiler l'entraînement, quoi. Et donc, du coup, en fait, ça reste un petit peu dans l'objectif, finalement, de garder toujours l'envie d'être sur un vélo, que si finalement il y avait trop de vélos en prépa, ça serait peut-être se retrouver à avoir moins envie de passer des jours à pédaler, quoi. Ah, exactement, ouais. Tout à fait. Et puis, si je devais tirer un portrait de Camille, je pense que l'ultra va bien avec sa personnalité pour plusieurs raisons, mais une notamment qui me marque, moi, c'est sa capacité quand même à trouver des groupes et des gens qui sont motivés, alors pas forcément pour faire exactement la même distance, mais pour rouler avec elle sur des longs week-ends. Et quand même, ça contribue fortement à la motivation quand on sait que dans le planning, voilà, il y a des heures à poser et avoir cette capacité à se sociabiliser, on va dire, dans l'effort long. Je pense que c'est aussi un des points qui font qu'on dure dans n'importe quelle discipline d'ailleurs, mais surtout dans l'ultra. Et du coup, la motivation, si elle est peut-être moindre un jour, elle sait qu'elle a un groupe plus ou moins nombreux chaque fois pour l'accompagner sur une plus ou moins grande partie de sa sortie, quoi. Ouais, et je me permets, enfin c'est Bien, exact, je me permets même d'ajouter je que vais te demander justement, justement ton retour. ouais, justement, moi je préfère partir pour du long que de faire des petites séances et tourner autour de la maison. Enfin là, c'est même, on en a parlé assez récemment, c'est que là dernièrement, j'en avais plutôt marre même de m'entraîner dans le sens juste m'entraîner et devoir faire 1 heure ou 2 heures autour de la maison parce que j'ai l'impression de tourner en rond. Alors que par contre, tu me dis, bah, tu as 200 à faire, bah, c'est très bien. En fait, je vais me fixer un petit objectif. Je vais aller manger des frites en Belgique et revenir, ou enfin, je vais aller voir la mer sur la côte et revenir. Mais du coup, j'ai un objectif et j'ai un petit sentiment de voyage et de partir à l'aventure. Alors qu'une séance voilà, d'1 heure et demie ou 2 heures, bah, j'ai des petits tours classiques. Je pense qu'on fait tout ça autour de la maison parce qu'il n'y a pas 15 000 possibilités sur ce laps de temps. Et ça, j'aime beaucoup moins au final. Ouais, ça se comprend, hein. Puis c'est aussi voilà, le côté de toute façon, tu vas partir à l'aventure pour tes courses, tu gardes un petit peu ce côté être à l'aventure pour au moins pour les sorties et garder ce plaisir de la découverte et plaisir de la découverte. Pour la Désertus, tu avais fait de la reco de parcours ou pas du tout? Pas du tout parce que c'est trop loin de la maison. Enfin, c'était pas possible à caler dans l'emploi du temps. Et en plus, honnêtement, j'aime bien quand même cette part un peu d'inconnu. Enfin, il en faut quand même certaines. Et j'ai beau planifier, regarder ma trace, comme je vous disais, planifier où je vais atterrir la première nuit, où je vais atterrir la deuxième nuit, avoir des idées, des options d'hébergement, etc. Ben, en fait, il y a quand même une petite inconnue qui doit rester là. Je dois avoir cette impression, entre guillemets, de partir à l'aventure et du coup, non, je reconnais pas mes traces en général. Et par rapport à la nutrition, comment vous arrivez à intégrer entre le CrossFit qui demande de la haute intensité et peut-être plus un côté beaucoup faire de kilomètres quand c'est possible par rapport à vélo? Comment là, tous les deux, vous voyez le fait de faire ce petit gut training, en tout cas fait cet entraînement, à ce qu'il y ait un maximum de calories qui puissent rentrer, que ce soit l'entraînement pour mieux préparer la course? Parce qu'on avait parlé aussi
lors de l'épisode, Camille, qu'à un moment donné, tu t'arrêtes dans toutes les boulangeries que tu croises pour juste prendre des trucs pour te remplir et satisfaire un petit peu cette sensation de faim. Mais est-ce que vous abordez ça là tous les deux dans que ce soit le CrossFit sur des rations d'avant-effort ou d'après-effort, ou pour les séances de vélo, faire un travail spécifique sur ça? Ou c'est plus du ressenti et faire en fonction de ce qu'il y a envie, et vu que cette fois c'est tellement long que de toute façon il faudra quand même rentrer un certain nombre de calories et tenir sur la durée. Je vais volontairement laisser de côté la galanterie et répondre en premier, parce qu'au final, c'est Camille qui va beaucoup mieux répondre que moi là-dessus. Je suis assez partisan de rester dans mon rôle, c'est-à-dire de l'entraîner. Récemment, d'intégrer les zones de puissance, contrôler la FC, le volume, que tout s'imbrique bien, et être plutôt proactif en fonction de ses contraintes et son état d'esprit du moment. Et j'avoue, je rentre jamais, enfin peu si ce n'est jamais dans la phase de nutrition. Mais du coup, Camille, elle répondra beaucoup mieux que moi là-dessus, même si je n'ai pas trop de soucis à me faire là-dessus. Je sais qu'elle elle mange à sa faim, et dans une discipline d'ultra, c'est quand même ultra important. Mais du coup, je te laisse plus répondre, Camille. Ouais. C'est un sujet complexe parce qu'en plus, il y a plusieurs éléments, le CrossFit, l'ultra. De manière générale, je ne compte pas. Enfin, honnêtement, je ne compte pas mes calories. Et donc, c'est peut-être pas optimisé, on va dire, au maximum. De manière générale, dans la vie de tous les jours, mais aussi sur les courses, je compte pas mes grammes de glucides par heure, etc. En fait, personnellement, c'est un truc qui me rajouterait une contrainte. Enfin, je vois ça comme une contrainte. Du coup, j'essaye de partir de principes plus simples. Dans la vie de tous les jours, je mange quand même assez sainement. J'essaye d'avoir assez de protéines, je mange toujours des glucides et des fruits et légumes en quantité. Enfin, honnêtement, je pense que je mange assez sainement. Je pars de produits pas transformés, et j'essaye de cuisiner des choses simples, voilà, mais efficaces au quotidien. Comme disait Flo, je mange à ma faim. Je compte pas les calories, je pèse pas mes aliments. Donc là-dessus, je voulais pas rentrer dans ces trucs-là parce que je pense qu'il y a un risque de tomber assez facilement après dans des troubles du comportement alimentaire. Ce que je vois par contre, c'est que j'ai quand même ma relation, on va dire, à la nourriture et à la nutrition, elle a quand même pas mal changé par rapport à quand je faisais que du CrossFit. Et là, je l'ai vu, il y a 2-3 semaines, j'étais en compétition de CrossFit et maintenant je suis l'OVNI. Moi, j'arrive comme une ultra-cycliste maintenant avec des paquets de bonbons, des paquets de gâteaux et tout. Et alors qu'avant, en fait, j'avais tendance entre deux workouts, c'était plutôt un check de protéines et un truc. C'est ça. Voilà, roll cake, pareil, protéiné. Et maintenant, je fonctionne à l'ultra-cycliste, c'est des carbs, des choses sucrées et des choses grasses. Voilà, c'est peut-être pas optimisé, mais je fais comme ça. Pareil, quand je m'entraîne, en fait, je compte pas, je tourne pas au gel. J'en ai toujours 2-3 au cas où, mais je tourne pas au gel. Et j'essaye de partir de principes plus simples qui sont de manger toutes les heures, enfin, essayer de manger en continu, des aliments quand même plutôt riches. Et après, c'est ce qui me fait envie, mais aussi ce que je peux trouver sur la trace. Donc, même quand là, le dimanche, je pars sur 200 km, en général, je me charge pas et je vais aller manger des trucs de boulangerie ou des trucs que j'ai trouvés sur la trace, parce qu'au final, c'est un peu ça, en tout cas, pour moi, c'est un peu ça le meilleur entraînement, justement, l'alimentation que je vais avoir sur ce type d'effort. Oui, c'est-à-dire peut-être attendre un petit peu finalement, de peut-être avoir un peu faim, mais d'attendre de te retrouver avec soit une boulangerie, une station-service ou autre d'ouverte, ce qui va t'arriver en course, que trop anticiper et te retrouver peut-être en difficulté en course si tu dois passer peut-être un petit moment avec ton petit sac que tu as au-dessus de la selle qui n'est pas rempli de ce que tu aurais besoin pour t'alimenter, quoi. C'est se rapprocher un petit peu des conditions de la course, quoi. Ouais, après, il faut quand même toujours essayer d'avoir de la réserve parce qu'on tombe quand même très, très vite en hypo. Enfin, on est sur je sais pas, on consomme peut-être 10 000 calories à la journée, c'est impossible à ingurgiter autant et du coup, tu es quand même constamment en sous-alimentation. Donc ça, honnêtement, j'évite au maximum de tomber en rade, on va dire, de vivre. Mais par contre, c'est plus dans cette optique-là de m'adapter à des aliments pas forcément ultra sains, pas forcément... Enfin voilà, plutôt des aliments que je vais trouver sur les courses, en boulangerie, en station-service. Ok. Le prochain objectif, ça a été non pas une complexité, mais ça a été tendu au niveau timing pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble là ce soir. Parce que Camille, tu pars dans 4 jours, c'est ça? Tu te mets en route dans 4 jours pour aller prendre le départ de la Northscape.
Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'énorme chantier qui t'attend et qui va durer, je pense, jusqu'à la première semaine d'août ou un truc comme ça, ce que tu as annoncé dans ton estimatif de course? Ouais, c'est ça. Du coup, je pars demain en direction l'Italie pour le départ. Et le départ de la course, c'est samedi, en effet. Donc, on part d'Italie, du nord, à côté du lac de Garde. Et l'objectif, donc, c'est le Cap Nord, donc tout au-dessus de la Norvège, en passant par l'Autriche, l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne, et en faisant les 3 pays du nord, Norvège, Suède, Finlande. Et ouais, donc sur une trace de 4000 km. Donc là, c'est tracé. Pareil, c'est sans assistance. Il y a des checkpoints, mais en fait, les checkpoints, c'est des offices de tourisme. Donc, si c'est ouvert, il faut juste passer, faire tamponner son carnet. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de ravito, il n'y a personne qui nous attend sur les checkpoints. Et donc là, pour moi, c'est un peu l'inconnu dans le sens où j'ai jamais fait aussi long. Et donc, c'est une épreuve de gestion, en fait. C'est vraiment, là, le but, c'est de tenir les 4000 km. Après, oui, avec un objectif de temps. En fait, ils ont un système de barrière horaire un peu inverse. On n'a pas le droit d'arriver avant une certaine date, puisqu'ils veulent éviter certaines dérives qui existent dans l'ultra. Donc, des gens qui trichent ou qui font en sorte de ne pas dormir, etc. Et du coup, le but, ça va être d'essayer de se rapprocher au maximum de cette barrière horaire. Donc, c'est environ 12 jours. Et donc, voilà, le but, ça sera d'essayer de rouler 300 et quelques kilomètres par jour pendant 12 jours. Et donc là, sur celle-là, tu as droit à quoi comme assistance? Tu as droit à quoi comme aide? Est-ce que tu vas te faire aider pour les réservations éventuellement? Est-ce que tu prévois de dormir dehors? Comment tu dis ça? Là, en fait, c'est tellement long que en termes de gestion, ça va être assez différent. Je vais essayer de dormir une fois sur 2 dehors et une fois sur 2 en dur. Pareil, là, les règles, elles sont pas ultra strictes, donc on a le droit, on va dire, d'appeler quelqu'un pour demander un point météo si on veut, ou je ne sais quoi, ou demander de l'aide pour avoir des idées de où trouver des logements. Après, par contre, c'est toujours moi qui fais l'action de réserver le logement si besoin. Mais là, en fait, j'ai quand même déjà pré-découpé ma trace et je sais déjà, pareil, j'ai déjà pris mon point de chute pour la deuxième nuit. La première nuit, je vais dormir un petit peu dehors. La deuxième, j'ai déjà booké un truc. Et la quatrième, je suis censée être dans le ferry. Et celles d'après, du coup, je me suis dit, OK, je me note mes villes. J'ai déjà repéré des solutions d'hébergement et je prendrai dans le ferry pour peut-être les 2 prochaines nuits. Et je vais avancer au fur et à mesure. Le ferry, tu le prends où, du coup? On le prend en Pologne. Okay. Voilà. Ça, c'est obligatoire? Ça fait partie des checkpoints obligatoires? Oui. En fait, c'est pas un checkpoint, mais on n'a qu'une seule route de ferry obligatoire. Donc, comme c'est tracé, on n'a qu'une ligne de ferry qui est possible entre la Pologne et la Suède. Il y a 2 opérateurs et donc il faut se débrouiller entre ces 2 opérateurs pour trouver un ferry. Je l'ai pré-booké. C'était pas ultra cher, donc je me suis dit, je prends le risque de pré-booker. Comme ça, j'ai un objectif. Et en fait, comme les ferries partent, il y en a des fois 1 par jour ou 2 par jour. Je me suis dit, en me fixe un objectif, je vais tout faire pour essayer de l'avoir. Et en fait, en faisant un espèce de rétro-planning, en me disant, OK, j'aimerais arriver tel jour au Cap Nord, il faudrait que je prenne le ferry tel jour. Et je pense que dans ce cas-là, alors certains diront c'est beaucoup de planification, etc. Mais ça fait complètement partie en fait de ta course en fait. Enfin, c'est une obligation. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un gap de, je crois, c'est 12 heures entre 2 ferries. Et donc, en fait, si j'arrive pas à attraper celui-ci, je perds. Déjà, j'arrive. En fait, le ferry que j'ai visé, il part un soir. Donc, c'est parfait dans le sens où tu rentres dans le ferry à 21h. Voilà, tu peux prendre une douche, tu peux manger et tu peux dormir. Et tu arrives le matin, tu es frais. Versus rater ce ferry qui est à 21h et devoir attendre jusqu'à midi le lendemain. Donc, en fait, je perds, entre guillemets, pas la nuit, parce que la nuit, dans ce cas-là, je peux trouver un logement près du port, mais je perds la demi-journée dans le ferry le lendemain. Ouais, avec le risque de te faire rattraper aussi, avec le risque peut-être que quelqu'un te rattrape et que toi, tu perds de 12 heures de déplacement, quoi. C'est ça. Donc voilà, dans ce sens-là, j'ai planifié pas mal mes 4 premiers jours de course et je pense que c'est assez réaliste de planifier les 4 premiers jours. Après, pour le reste, il faudrait être plus flexible parce que il y a aussi à prendre en compte la fatigue. Je pense qu'il y aura des intempéries. J'imagine qu'il va faire froid. Donc, on verra. Moi, je suis habitué à entraîner des gens qui font du trail court ou du trail long, voire de l'ultra.
Mais Flo, déjà, comment on réagit quand on a Camille qui t'appelle et qui te dit, t'as vu, il y a une course qui fait 4400 km. Comment on se met dans la tête qu'il va falloir accompagner quelqu'un, que ce soit au niveau planif, au niveau entraînement, au niveau mental, même si on n'a pas la charge d'être dans la préparation mentale stricto sensu. Comment on aborde ça? On se dit quoi, un chantier de plus? On se décharge, on te dit qu'elle n'était absolument pas obligée de le faire. C'est pas moi qui t'ai poussé à t'inscrire. C'est pas moi, c'est pas ma faute. Mais ça change quoi réellement au niveau entraînement, enfin, que ce soit toi, de ton point de vue, ou peut-être Camille, est-ce qu'il y a quelque chose qui change entre la Race Across France qui fait 2500, la Desertus qui fait que 1400? Est-ce que les intensités vont tant varier que ça soit en course? Peut-être pas tant au final en termes de pourcentage, mais en tout cas en termes de prépa, ça change quoi? Alors, déjà, on a totalement occulté le fait de pouvoir faire des intensités sur le vélo jusqu'à peu. Parce que, comment dire, enfin, du coup, la région dans laquelle elle habite, Camille, voilà, je ne vais pas faire le, le détail, on sait à peu près se situer à Lille. Le premier massif, c'est les Ardennes, et c'est loin, quoi. Donc, déjà, en fait, faire des intensités sur du plat, c'est toujours un peu plus compliqué de viser juste. Donc, du coup, on a adopté le parti pris de les faire uniquement sur home trainer. Du coup, ça a deux. Des séances courtes avec beaucoup d'intensité sur home trainer, et par contre le vélo long pour travailler le rendement, travailler la position et tout ça. Exactement, ouais, ça a deux avantages, c'est que du coup, on peut 100% calibrer les efforts sur home trainer, parce qu'en fait, respecter des zones de puissance, au-delà de dire aucune séance qui est simple, mais du coup, c'est plus facile à réaliser, ne serait-ce qu'en termes de sécurité. Ça, c'est le premier avantage. Le second, c'est que du coup, ça permet d'optimiser le temps en semaine. Voilà, si on fait une séance d'1 heure sur l'entraîneur, c'est au final 1 heure, c'est énorme sur l'entraîneur. Il y a tellement de dépenses, il y a plus de sudation. Le RPE est tout de suite plus fort sur l'entraîneur. Donc au final, on fait des séances très. RPE, c'est la perception de l'effort que nous on simplifie de 1 à 10, mais qui peut être selon les différentes échelles calibré différemment. Mais c'est le ressenti que Camille va donner ou que chaque personne va donner de comment elle a perçu l'effort de 1 à 10, 1 étant je suis sur mon canapé, 10 j'ai quasiment vomi à la fin de la séance. C'est ça. Donc du coup, voilà, ça fait des séances qui sont très courtes, qui en fait s'organisent bien dans une semaine de boulot. Parce qu'on n'a pas parlé, mais Camille elle a quand même un taf qui est prenant. Donc du coup voilà, et puis en fait on garde toute la basse endurance, la basse densité pardon sur le vélo, le vélo sur lequel il faudrait être à l'aise le jour J. Donc là pour le coup c'est des longues heures dehors. Je l'ai dit en fait on met un week-end choc, un enchaînement assez choc de 3 à 4 jours, 2 semaines avant l'objectif. Il y a eu des rappels en fait post-Desertus et juste avant la Northscape. On s'est aussi rendu compte que du coup, on pouvait moins faire de crossfit sur cette période. De toute façon, ça collait un peu moins avec les jours qui s'avancent, donc on en profite tout simplement pour aller plus rouler. En distribution d'intensité et même de répartition entre la muscu qu'on a pu faire l'hiver, qu'elle a pu faire l'hiver, et celle qui a été faite là récemment depuis le printemps. Au final, ça représentait presque 20% du planning hebdo en hiver, alors que là, on est tombé à 11% parce qu'il faut faire un peu plus de kilomètres, quoi. Voilà. Mais en fait, finalement, la Desertus, c'était comment dire, un entraînement pour le Northscape, ou c'était un petit peu ça dès le départ, ou tu t'es inscrite après le Northscape? Moi, j'ai la réponse. La réponse, c'est ouais, on a fait la Race Cross. C'était déjà l'an dernier. Elle dit bon, cette année, je te le dis, il y aura et la Desertus et la Northscape. Bon courage. Donc, en fait, c'est ça. Tu avais la Desertus qui servait de prépa, parce qu'il y a à peu près 3 mois d'écart entre les deux, pour faire la Northscape, ou c'était pas pensé comme ça. C'était plus, c'est des courses que je veux faire, donc je m'inscris. Pourtant, c'est quasi idéal. Tu as la 1501 et 3 mois plus tard, tu as la 4400. Ça fait une bonne, virtuellement, ça ferait une bonne course de prépa avec suffisamment de temps pour récupérer, quoi. Mais ça n'a pas été pensé comme ça. C'était juste. Dans le oui, sauf qu'on n'est pas sur des efforts qui durent 2 à 3 heures pour un effort visé, j'en sais rien, à 5-6 heures. On est quand même sur des efforts ultra longs où je pense qu'il y a
parallèles qui sont possibles, mais il ne faut pas non plus tomber dans tout se transpose avec les classiques épreuves qu'on pourrait voir. On fait un semi pour préparer un marathon, sur route, j'entends. Ça marche pas comme ça. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. On ne sait pas comment elle va récupérer de la Désertus. Du coup, elle l'a dit, c'est la seule Désertus, enfin, c'est une des premières Désertus, si je dis pas de bêtises, où il y a énormément d'intempéries. Donc, elle va se blesser, si elle va chuter. Non, il y a. Donc, chaque épreuve est prise indépendamment et avec objectif de. Ouais. Exactement. Mais il faut surfer sur. Ça s'est bien passé sur la Désertus. Après, voilà, comme ça s'est bien passé, on surfe là-dessus et c'était l'objectif. Mais enfin, c'est devenu l'objectif. Mais du coup, non, il n'y a pas de. C'est une course de prépa et c'est la course principale. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas ressenti comme ça et Camille, elle le dira mieux que moi. Mais voilà un petit peu le postulat, quoi. Camille, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ça? Non, c'est Je te ça. vois hocher la tête. En tout cas, non, c'est ça. Et puis, ça s'est bien imbriqué quand même, parce que du coup, en ayant fait ce résultat sur le Désertus, et bien que du coup, ce sont deux formats différents, donc la gestion, elle va être différente. Là, il va falloir dormir beaucoup en comparaison à la Désertus. Ça s'est bien imbriqué, mais c'était pas pensé comme ça. C'est plus, voilà, je fais des épreuves qui me donne envie et j'avais envie de faire ces deux courses-là. Et puis, c'est aussi en fonction de comment je peux jongler avec mon emploi du temps pro. Et donc, ça tombait sur des périodes de vacances et c'était OK. Voilà, après, est-ce que ça a facilité le travail de flow ou pas? Je ne sais pas. Et là, pour revenir au sommeil, parce que c'est quand même une des clés aussi de la réussite et comment dire, dans la planification de ta course, en fait, plus il va y avoir de kilomètres, plus c'est long, plus il va falloir quand même penser à rajouter du sommeil. En gros, tu peux te sevrer pendant 3 jours et 7 heures, dormir que 5 heures sur 79 heures en gros. Mais là, par contre, tu es obligé d'anticiper des nuits de quoi, 3, 4 heures, 5 heures, un petit peu comme les navigateurs. Parce que eux, les navigateurs peuvent se permettre des micro-siestes. Tu es un petit peu sur des épreuves, là, 12-15 jours. On est en gros sur des traversées de l'Atlantique, comme on peut voir. Mais sur des gros bateaux où les gars arrivent à dormir, enfin les gars ou les filles arrivent à dormir 20-30 minutes et parfois s'autorisent des 1 heure, 1 heure et demie, mais il faut qu'ils se relèvent pour tenir la barre. Là, tu prévois comment? Parce que eux, le bateau avance, même s'ils dorment un petit peu moins vite, mais il avance quand même. Toi, à un moment donné, il faut mettre le pied à terre et dormir. Comment tu envisages de rajouter du sommeil au sommeil ou Là, je pense vraiment dormir plus que ce que j'ai jamais fait, en tout cas sur une course. Après, voilà, j'ai pas encore testé, donc je sais pas si ça va fonctionner, je sais pas si ma théorie est exacte ou pas. Ce que je sais, c'est que sur la RAF, j'ai tenu 1 semaine en dormant 3 heures par nuit. Je sais que je l'ai plutôt bien tenu. Après, bien sûr, je suis arrivée très fatiguée, etc. Là, la distance, elle va quasi doubler. Je sais que je pourrais pas tenir sur ces 3 heures par nuit. Donc, l'idée, ça va être de faire des nuits plus courtes. Je pense entre 4 et 5 heures. Je me disais peut-être essayer de caler 3 cycles de sommeil. Les nuits où je dors dehors pour essayer aussi de gagner un maximum de temps pour les nuits où je serai en dur et là, pouvoir faire une vraie pause entre 8 et 10 heures et pouvoir un peu tout faire, recharger les batteries externes, faire mon linge et puis faire une vraie grosse nuit pour repartir fraîche. Donc là, je pars sur un petit peu cette stratégie d'alterner une nuit plus courte dehors parce qu'elle est je vais moins me régénérer, donc on optimise un peu plus à ce niveau-là. Et par contre, une vraie bonne pause au chaud, en dur, dans un lit pour repartir plus frais le lendemain, quoi. C'était pour la RAF que tu avais été accompagné par quelqu'un qui était spécialiste du sommeil, ou en tout cas, tu avais participé à une étude, tu m'avais dit, ou Exactement. ça, hein. Oui, exactement. Du coup, il y a des chercheurs qui ont un partenariat avec la RAF. Donc, justement, avant, ils travaillaient avec les navigateurs, ils ont aussi travaillé avec les trailers et puis ils sont intéressés aux ultracyclistes. Et en fait, j'étais équipée d'un accéléromètre il y a déjà 2 ans sur ma RAF 1000. À ce moment-là, j'avais 0 stratégie sommeil parce que j'avais encore même jamais dormi dehors pendant une épreuve. Enfin, jamais dormi en tout cas à l'arrache, si on peut dire comme ça. J'avais fait du bikepacking où là je dormais, où je faisais du bivouac, du vrai bivouac où tu prends vraiment le temps de t'installer. Mais j'avais pas dormi sur des courses parce que c'était la première fois où je faisais aussi long. Donc j'avais pas de stratégie sommeil, ça a été un peu n'importe quoi. Mais en fait, grâce du coup à l'accéléromètre et à l'étude des différents graphiques qu'ils ont pu en tirer, on a pu identifier un petit peu ce schéma de justement, il y a ces 2 cycles de sommeil qui me conviendraient bien pour tenir sur du plus long. Et pour moi, ils seraient idéalement placés entre minuit et 5 heures du matin parce que c'est là où je flanche le plus. Et aussi, perso, maintenant, c'est mon rythme, mais j'aime bien les caler à ce moment-là parce que je me suis rendu compte que
Je roule assez bien. Quand la nuit commence à tomber, entre 22, là on parle de l'été, donc entre 22 et minuit, je me sens fraîche et c'est après que je commence à sentir le coup de mou. Et donc de caler mes heures de sommeil à ce moment-là, si tu dis que je dors 3 heures, tu te mets une pause de 4 heures, on va dire, le temps de sortir tout ce qu'il faut, etc. Et ben en fait, ça me coupe aussi très bien la nuit parce que donc j'ai la nuit qui tombe entre 22 heures et quelques et 22h30 et puis j'ai 1h30, peut-être 2 heures de nuit avant de m'endormir. Et si je me relève à 4h30, 5 heures, l'été, pareil, on commence déjà à avoir les premières lueurs du jour. Donc ça limite aussi le temps de roulage de nuit qui est, enfin, moi j'adore ça, je trouve ça euphorisant et tout, mais qui est quand même plus fatigant et un peu plus dangereux, quoi. Et plus tu vas monter en latitude, plus tu vas avoir des nuits qui vont être longues, en théorie, non? Plus tu vas te Là, rapprocher ouais. du polaire, Là, plus on tu vas devrait. faire un écart entre l'Italie. C'est bien Italie, le départ, hein, je ne dis pas de bêtises. Hein. Oui, oui, oui. C'est Non, ça. bah là, Entre les jours vont l'Italie rallonger. et le cercle polaire, tu vas avoir quelques heures d'écart, tu vas avoir beaucoup de sommeil en plus, de soleil en Ouais, plus pendant la journée, ouais. ouais. Et quitte à quasiment pas voir le soleil se coucher sur les derniers jours. Donc ça va être aussi différent, je pense, de gérer ça. Ouais, avec peut-être des aurores boréales en fin de parcours, ça serait super. J'en profite avec tous les invités qu'on a pour cette masterclass. Si vous avez des questions, faites-vous plaisir à poser vos questions à Camille, si vous en avez par rapport au matériel, à plein de choses ou autres. Je veux bien que vous les mettiez par écrit. C'est bien, comme ça, du coup, je les relaye pour les personnes qui vont nous écouter pour ce podcast. Flo, est-ce que tu vois des choses à rajouter là par rapport à l'entraînement? Est-ce que tu sais que Camille est prête? Est-ce que tu sais qu'elle est en pleine forme et qu'elle est prête à relever ce défi? Alors, Tous les moments sont ouverts. on va essayer de faire simple. Je sens que Camille a envie de partir. Donc déjà, ça c'est bon signe. Mais bon, ça c'est qu'il y a plein de choses autour qui font que, et puis l'excitation, je pense, du projet. Après, des indicateurs très simples que moi j'ai pu identifier sur d'autres athlètes et qui m'ont frappé là récemment, c'est que sur des séances de home trainer proches du max, Camille elle allait chercher 2 fois de suite en moins de 10 jours une nouvelle FC max, fréquence cardiaque max. Donc ça veut dire que on peut extrapoler en disant qu'il n'y a pas une fatigue interne extrême et que le cœur est relativement reposé et prêt à fournir des efforts intenses, même courts. Donc ça, c'est quand même un bon indicateur, très bon indicateur. Un indicateur. Mais c'est pas parce que quelqu'un sur des efforts a une EFC sous-maximale par rapport à ce qu'on attend que forcément il va performer le jour J, mais l'inverse, c'est quand même mieux. Donc c'est quand même un très bon indicateur. Et puis voilà, l'année pour l'instant s'est bien passée. Il y a plein de confiance suite à la Désertus. Il y a eu de nouveau des beaux cycles de faits. Donc je suis très confiant. Et puis bon, c'est quelqu'un qui est très organisé. Donc voilà, c'est simple quand même de la suivre au quotidien. Et non, je suis assez confiant de ce côté-là, même s'il y a beaucoup de paramètres qui vont rentrer en compte. Ok, merci. Je vais prendre en premier la question de Mathilde qui avait levé la main sur cette masterclass. Je prendrai après la question d'Agathe et la question de Marie. Camille, comment tu fais pour t'entraîner en dénivelé par rapport aux courses là, soit que tu as passé la Désertus, soit qui t'attendent pour la Northscape, en habitant loin des Alpes ou en habitant loin des… Florent tout à l'heure parlait des Ardennes, mais comment tu fais du coup pour gérer l'aspect dénivelé que tu vas rencontrer soit pour la Northscape, soit pour la Désertus? Alors en effet, c'est très compliqué de trouver du dénivelé. Je peux clairement pas m'entraîner dessus, même si j'aime bien me caler un petit week-end avant, assez peu de temps avant une course, justement là où il y a un petit peu plus de dénivelé, que ce soit les Vosges, les Alpes ou il y a 2 semaines, j'étais dans les Pyrénées. Je pense que c'est plus pour me rassurer, honnêtement. Parce que sinon, voilà, ma prépa se fait sans gros dénivelé. Ici, on a les monts et il faut vraiment tourner en rond pour essayer d'accumuler. Mais comme le disait Flo, j'ai des intensités sur home trainer, des intervalles de force également. Et aussi, à ce niveau-là, pour tout ce qui est gain d'explosivité, etc., je pense que le crossfit, au final, m'aide pas mal. Il y a tout ce qui est renfort de la chaîne postérieure, des squats, des fentes. Et je pense que ça aide, au final, à garder, on va dire, une certaine explosivité et les jambes qu'il faut pour grimper malgré le fait que je puisse pas vraiment m'entraîner sur des cols.
Puis on rappelle aussi, hein, on l'avait vu sur l'épisode qu'on avait enregistré, que toi et moi, Camille, que tu as un vrai travail à côté, tu n'es pas professionnel et que tu as une semaine de travail. C'est que tout ça doit rentrer aussi dans une vie pro, une vie perso, garder des amis et avoir un petit peu de social, quoi. C'est ça qui est compliqué aussi. Une autre question d'Agathe. Qu'est-ce que tu as amené comme matériel sur la Desertus, que ce soit au niveau électronique, réparation, éventuellement en termes de vêtements? Je sais que tu avais parlé d'une… je ne sais plus quoi, que maintenant tu prenais vraiment le temps de sortir ton coupe-vent et que tu prenais le temps de t'habiller pour ne plus jamais avoir froid en course, que ça avait été une des premières erreurs sur tes premières courses. Donc au niveau électronique, au niveau… Petit matériel de réparation, tout ça, comment tu t'organises? Ouais, alors honnêtement maintenant, enfin avec l'expérience, j'ai ma packing list un petit peu préfaite dans ma tête, mais aussi souvent je reprends celle d'une ancienne épreuve et au final réparation électronique, ça va en général pas changer. Ce qui va changer après, voilà, c'est est-ce que tu prends plus ou moins de vêtements. Là, c'est un peu compliqué de répondre comme ça. En termes d'électronique, très rapidement, j'ai toujours la lampe pour le vélo. Moi, je pars avec des calampes, donc c'est une lampe sur laquelle on peut venir fixer des batteries externes pour charger. Je suis partie avec une batterie externe pour recharger mon téléphone, mon Garmin et ma lampe arrière si besoin. Je pars aussi avec une frontale. Et voilà, après, c'est un petit peu de gestion. Là, du coup, je savais que ça serait un format court, que je passerais pas plus de 3 nuits dehors. Donc, je savais que ma batterie tiendrait sans que je recharge, etc. Là, par exemple, pour la Northscape, je pars avec beaucoup plus. Je pars avec 2 batteries externes, 2 batteries pour ma calampe. J'ai en fait tout doublé en me disant que, en théorie, une batterie me tient pour les 2 jours d'autonomie que je suis censée avoir si je dors une fois sur 2 dehors. Mais voilà, je prends une marge de sécurité parce qu'on ne sait jamais si j'atteins pas l'hôtel une certaine nuit et du coup je dors dehors ou autre, ou même s'il y en a une qui tombe en rade, je me suis dit voilà, j'ai toujours un backup. Là, je pense que sur recharger les batteries externes à l'hôtel, quoi. C'est ça, mais sur cette distance, c'est vrai que j'ai hésité et je pense qu'à partir d'un certain moment, un moyeu dynamo, c'est quand même pas du luxe. Là, voilà, pour des raisons X et Y, j'ai pas pu le faire, mais je pense qu'un moyeu en ultra, un moyeu dynamo, c'est vraiment bien. Et en vêtements, sur la Desertus, en tout cas, je suis partie avec un kit de base, toujours un cuisseur de rechange. Ça, par contre, c'est vraiment un must pour moi, mais toujours, sinon, j'ai pris un kit de base et après, c'était juste des couches que je rajoute. C'est la couche thermique et la couche de pluie, et quand il faut les deux. Mais je pars vraiment avec le minimum. Et donc là, sur la Northscape, c'est un peu le même principe. J'ai 2 cuissards, mais un kit, on va dire, plutôt été pour le haut, et sur lequel je vais venir rajouter des couches. Donc, j'ai un genre de body warmer à manches longues. J'ai ma tenue de pluie qui est très isolante. J'ai une gore en veste et du coup, ça peut, même s'il fait froid, ça va venir être très isolant, et une doudoune. Et en fait, il faut vraiment partir du principe qu'on fait la technique de l'oignon aussi souvent que possible. Et comme tu disais Xavier aussi, avec le temps, j'ai appris qu'il était super important de, entre guillemets, prendre soin de moi et prendre à chaque fois ces 30 secondes extra, on va dire, de s'arrêter, mais si j'ai un tout petit peu froid, je vais m'arrêter 30 secondes, une minute, mais je vais mettre une petite couche en plus, ou à l'inverse, avant un col, je vais enlever une couche pour pouvoir la remettre en haut. Parce qu'en fait, c'est essentiel pour pouvoir tenir sur du long, de ne pas aller trop puiser dans ses ressources et pas fatiguer son corps avec quelque chose, entre guillemets, d'aussi bête. On lui met déjà plein d'autres contraintes. Donc, je pense qu'il faut vraiment toujours prendre le temps, voilà. Ouais. En tout cas, sur tout ce qui est garder vraiment on va dire la bonne température pour le corps, c'est essentiel. Petite question pour Flo, je pense, de Pierre-Guillaume. Au niveau des intensités, travaille plutôt sur zone 3-4 principalement, si on prend les 5 zones, ou intégration d'un bloc PMA je pense, du coup, sur le home trainer, sur le travail qui est fait sur home trainer pour les intensités. Ou est-ce que tu balayes tout le spectre? Alors là, récemment, est-ce que tu demandes à Camille de faire ça? Oui, tout à fait. Sur la partie home trainer, du coup, parce que c'est là qu'on cale le plus d'intensité, en lien avec ce que je disais, le fait de gagner du temps en semaine et de jouer aussi la carte de sécurité pour pas les faire dehors. Du coup, là, récemment, et sur les périodes d'affûtage, alors ça, je le fais aussi sur des coureurs à pied, mais je vais avoir tendance à vraiment balayer tout le spectre. Récemment, je vais rentrer dans les détails, pas mal de travail de puissance avec une faible cadence
et en danseuse, donc là plutôt autour de la zone 3. Et sur les fins de séance, aller chercher de la PMA, la zone 4, zone 5 pour aller restresser le corps, puisqu'en fait, voilà, faut bien s'imaginer qu'en fait, ce que je disais à l'hiver, il y a eu beaucoup de seuils, on va dire, seuil Z3 qui a été fait aussi pas mal par le CrossFit et rebalayé en fait en home trainer, qui nous ont amené en fait à être économique sur premier seuil ventilatoire et zone 3 en lien avec la Désertus. Puis la Désertus, en fait, il a fallu quand même pas mal récupérer et on sortait d'un gros volume. Et donc, on a petit à petit en fait remis de l'intensité. Et l'idée, c'était de les restresser assez haut pour recréer des adaptations, tout en gardant un gros volume les week-ends sur les semaines bien identifiées. Donc du coup, la zone 3, on l'a plutôt gardé comme sur l'hiver. Et puis là, on l'a remis récemment avec la faible cadence, puissance en danseuse et du seuil et de la PMA, oui, tout à fait. Ok, donc zone 3, hein, on est sur entre 6 et 7 en termes d'intensité d'effort, en termes de RPE, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Marine pose 2 questions, une pour Camille et une pour Florent. Je vais commencer par celle pour Camille. Est-ce que tu considères la Desertus Bike comme une bonne première épreuve d'ultracyclisme? Et j'en profite au passage, parce qu'il y a une question de Mathilde qui vient rebondir un petit peu là-dessus. Est-ce que, bon, on va d'abord prendre la première question qui est sur ça. Est-ce que tu penses que la Desertus Bike, c'est une bonne première épreuve d'ultracyclisme ou est-ce qu'il vaut mieux partir sur plus petit pour commencer? C'est une très chouette épreuve. Enfin, franchement, je recommanderais parce que c'est. Enfin, déjà, il y a plein de choses qui sont faites justement pour que les femmes se lancent. Yvan, c'est quelqu'un de super impliqué. Il y a une très, très bonne ambiance, beaucoup de bienveillance entre les différents coureurs. Le fait, comme je le mentionnais, qu'il n'y ait pas de règles strictes ou, enfin, voilà, des fois, on peut discuter qui existe sur d'autres courses sur lesquelles on n'a pas le droit de rouler avec quelqu'un, sur lesquelles on n'a pas le droit d'appeler ses amis quand ça va pas et d'avoir juste, c'est ça, un petit insight sur la météo. Tout ça, c'est autorisé sur la Désertus. Ça permet, je pense, de se lancer de manière plus sereine. Après, oui, c'est déjà une bonne distance, mais en sachant que tu as jusqu'à une semaine pour la faire, ça reste, on va dire, à la portée de quelqu'un qui s'est entraîné et préparé pour ça. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Apparemment, c'est la dernière édition l'année prochaine. Après, à voir, est-ce que le concept sera repris ou est-ce qu'il y aura voilà, dans un autre pays le même format? Je ne sais pas. Après, il y a plein d'autres courses du type. Mais en effet, peut-être que pour une première épreuve, je partirais sur une épreuve sur laquelle on peut rouler en groupe, on peut venir avec des amis. On peut s'entraider pour tout ce qui est mécanique entre coureurs, etc. Enfin, ça permet déjà de faire sauter des barrières, je trouve, et de partir un peu plus sereinement sur son premier ultra. Et juste pour terminer là-dessus, ce qui va rebondir sur l'autre question de Mathilde, est-ce que du coup, tu envisages de faire toujours plus? Parce que bon, du coup, il y avait eu quand même la Race Cross France qui était 2500, là, 1400. 10 000. 10 000. Alors, c'est vrai que de 300, 400, 500 au début pour t'habituer. Est-ce qu'il y en a une, je crois, hein, qui traverse d'ouest en est l'Europe, c'est ça? Et qui doit faire quelques-unes. Ouais, bah du coup, c'est la transcontinentale, c'est aussi 4000. J'allais dire, en fait, là, ça va être compliqué. Plus de 4000. Ce qui existe, c'est la Race Cross America, c'est 5000, mais c'est avec assistance, avec un van qui vous suit. Et là, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Donc là, faire plus de 4000, ça va commencer à devenir compliqué. Après, il y a plein de formats différents. Il y a des trucs tracés, non tracés, il y a du gravel, je commence à faire un peu plus de gravel, donc il y a beaucoup de belles courses aussi de gravel un peu partout en Europe. Enfin, oui, moi, je suis un peu dans cette optique en ce moment-là, c'est que j'ai commencé à 500, j'ai adoré, j'ai poussé à 1000, j'ai fait plusieurs 1000, j'ai adoré, 2500 l'année dernière, et là, je pousse un peu en me disant, est-ce que je vais bien aimer le 4000? C'est possible aussi que j'aime moins, que je me dise, OK, au bout d'une semaine, au final, j'en ai marre d'être sur mon vélo et c'était trop long. Voilà, maintenant, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup plus long que ça. Et je sais que je m'éclate sur un format 1000 et quelques. Donc, je pense que je vais continuer à varier, on va dire varier les plaisirs, peut-être intégrer un peu plus de gravel. Et puis, enfin, il y a plein de courses à faire. Et voilà, j'ai pas, à l'heure actuelle, en tout cas, j'ai pas de format. Je me dis pas, je vais faire que des 4000 ou que des trucs très, très longs. Je m'éclate un peu dans tout. Dans tout. Dernière question pour Florent. Quelles sont, selon toi, les périodes idéales dans une prépa pour prévoir des semaines week-end choc
Et là, je pense qu'on va plutôt parler par rapport à la prépa de Camille, parce qu'on n'aura peut-être pas les mêmes réflexions quant aux courses d'ultra trail ou autres, ou d'Ironman, où là, on part vraiment sur des choses tellement longues qu'on va peut-être privilégier de la fraîcheur. C'est quoi, selon toi, du coup, l'idéal et à partir de quand, soit il faut les placer, soit il faut surtout arrêter de les placer? On parle des week-end chocs ou des courses? Semaine ou week-end choc. Prévoir des semaines ou des week-end chocs. Ouais. Je pense que déjà, il faut évidemment de la progressivité, mais ça, on l'entend partout. Alors, comment ça se matérialise sur une épreuve comme Camille? Je disais, en fait, si je pars de elle, ce qu'on a mis en place dans la programmation, ça collerait pas sur la majorité des gens qui se lanceraient, puisqu'il y a des questions là-dessus. Alors, du coup, si on veut faire, on va dire, on va partir plutôt sur des débutants qui découvriraient ça. Je pense qu'il faut déjà augmenter petit à petit le volume et que la dernière semaine la plus importante, elle se fasse en fait 2 semaines avant. C'est vrai que tu disais en trail, on va jusqu'à 3 à 4 semaines avant, mais là, vu qu'il n'y a pas de choc, en fait, on peut plus facilement l'assimiler. Donc, la dernière semaine très intense, je pense qu'elle doit être 2 semaines avant la course. Donc, que le dernière séance soit 14 jours avant le début, pas 7 jours, hein, pas les 2 semaines juste avant. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez, mais Oui. en gros, la séance soit 14 jours avant l'objectif. Et il faut Fin du dernier bloc de gros volume à J-14, quoi. C'est ça, ouais. Et il faut qu'au préalable, il y ait déjà eu, allez, au moins 3 à 4 semaines avant cette fameuse dernière semaine au week-end choc, déjà quelque chose de similaire pour que ça n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe en fin de prépa et que ça génère trop de fatigue en fait. Donc je pense que sur des grosses courses, il faut au moins avoir fait deux week-ends et des week-ends de 2 à 3 jours pour anticiper un gros événement, quoi. Donc, si allez, on va dire pour une RAF qui est en juin, il faut que ça 2 semaines avant la RAF, on ait fait notre dernier gros week-end choc et que 6 semaines avant la RAF, je pense que dans ces eaux-là, il faut qu'on ait fait aussi quelque chose de conséquent, mais qui soit moindre que le dernier week-end choc, quoi. De toute façon, il ne sera jamais possible de faire, comme on entend parler en course à pied ou autre, le volume de la course dans la dernière semaine, quoi. Là-dessus, c'est impossible de rentrer. Il n'y a aucun intérêt d'aller rentrer à plus de 1000 km, 1500 km sur une semaine pour préparer une course comme ça, quoi. Oui, et puis encore une fois, il y a. Alors, c'est pas faire offense aux ultracyclistes, hein, mais il y a des heures et des kilomètres gratuits où, mine de rien, il y a du faux pas descendant, il y a de la descente. Alors, en amont, comme disait Camille, il faut penser à se couvrir, mais c'est quand même des moments où on peut sensiblement récupérer, chose qu'on n'a pas du tout en course à pied. Donc, c'est encore une fois un peu différent. Ok, écoutez, merci beaucoup à vous deux. Camille, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Tu me proposais de répondre, comme tu l'avais déjà fait, notamment sur Instagram, à différentes questions ou autres. Ouais, principalement Instagram, du coup, j'essaye, c'est là que je centralise, que je donne des nouvelles quand j'en donne, du coup, parce que ça permet de regrouper tout le monde, famille, amis et connaissances. Du coup, Instagram principalement, et mon compte c'est Camille Albi, donc Camille et suivi de ALBI. Voilà. Et il y a aussi, comme je mentionnais, des petites stories à la une sur la Desertius, avec pareil des questions que j'avais répondues au préalable sur l'équipement, la nutrition, etc. Donc n'hésitez pas à retourner dessus et aussi juste à me contacter si vous avez d'autres questions. J'essaie de répondre quand je peux et si je peux aider un minimum ou un tant soit peu quelqu'un à se lancer, c'est avec grand plaisir. Okay. Écoutez, un grand merci en tout cas à toi Camille, un grand merci aussi à toi Flo pour cet épisode. Merci à toi pour l'invitation. Et à bientôt tout le monde. J'en profite pour tous ceux qui sont encore là. Si vous voulez bien, je vous envoie un petit QR code à l'écran à scanner pour donner votre avis sur cette masterclass. Donnez aussi vos envies pour les prochains épisodes, si ça vous a plu d'avoir quelque chose à 3 voix. Si vous avez envie qu'on renouvelle d'autres épisodes comme ça, de partage d'expérience ou autre. Vous le voyez là, ce que j'affiche à l'écran, là, la Desertus Bike ou pas? Avec le QR code. OK. Donc, si vous voulez bien prendre 30 secondes pour ça, vous aurez le lien de toute façon de la vidéo qui sera enregistrée. Ça sera également sous format de podcast sur l'Ibextalk. Et si vous avez des questions a posteriori pour Camille, n'hésitez surtout pas à la contacter sur Insta comme elle l'a gentiment proposé. Écoutez, merci à
toutes et à tous. C'était super sympa, avec toutes les questions de tout le monde. Ça m'a bien plu. C'était très cool. Merci à tous.